Bienvenue à toutes, bienvenue à tous, bienvenue à tous ceux qui nous suivent sur nos différentes plateformes, à savoir la page Facebook ainsi que la chaîne YouTube. Bienvenue à votre émission préférée dénommée La recherche au service du peuple. La recherche au service du peuple est une émission qui vise à promouvoir l'excellence, mais aussi les différentes innovations qui se font au niveau de l'espace universitaire pour que la communauté malienne qu'internationale s'imprègne des réalités des différents universitaires. Et aujourd'hui, nous avons jugé nécessaire de faire appel à un jeune talentueux universitaire de la faculté des sciences économiques et de gestion. Et sans plus tarder, nous allons lui donner la parole pour qu'il se présente à vous, nos chers abonnés. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. Le plaisir est partagé. Je suis très content d'être là. Je m'appelle Ibrahim Haïdara, je suis détenteur de licence en assurance banque et finance. Je suis le président du club des lecteurs du regroupement des jeunes pour la paix et l'éducation. Et lorsque j'ai quitté ce plateau la dernière fois, je disais tantôt que notre force c'est vraiment le téléspectateur et tous ceux qui partagent nos émissions. Parce que je pense que ces émissions-là sont de nature à partager pour justement informer les gens, pour faire que les gens aient l'information, pour que les gens soient en tout cas éclairés par rapport à un certain nombre de problématiques comme cette problématique que nous allons aborder, à savoir la politique monétaire, qui me tient tant à cœur parce que ça relève de mon domaine, le domaine bancaire et financier. Alors, je profite également de l'occasion pour remercier ces gens-là et leur dire que vraiment, ils sont notre fierté et on ne peut que les remercier parce que, comme l'a écrit Amadou en Pateba, merci est un bien modeste petit mot, mais qui ne sort de la bouche que sous l'effet d'un acte qui inspire de la gratitude. Alors, merci encore et encore. Ensemble, nous allons vraiment grandir, réaliser de très belles choses. Merci, Monsieur Haïdara, d'avoir accepté notre invitation. Nous demandons aux abonnés de faire le maximum de partage possible. Et tous ceux qui nous suivent actuellement sur nos différentes plateformes, nous leur demandons de s'abonner ainsi que de faire la proposition de cette page à leur connaissance pour la culture de l'excellence au niveau de l'espace universitaire. Parce qu'aujourd'hui, la révolution doit passer par nos universités. Nous devons faire des recherches au niveau des universités pour montrer à la communauté nationale qu'internationale que le changement règne ici au Mali. Et sans plus tarder, nous allons rentrer dans le vif de notre interrogation d'aujourd'hui, la politique monétaire. Nous nous posons la question, qu'est-ce que c'est que la politique? À plus forte raison, la politique monétaire. Ce jeune brave président du regroupement des jeunes pour l'appui à l'éducation, précisément du club, va essayer d'édifier la lanterne de vous, nos chers abonnés. Et sans plus tarder, Monsieur Haïdara, c'est quoi la politique? Et suite à cette définition, nous aimerions que vous donniez un éclaircissement aux Maliens pour la compréhension d'une véritable politique monétaire. Alors, je pense que la question elle est pertinente. Elle est pertinente dans ce sens que on ne peut pas parler de la politique monétaire en question sans définir de prime abord la politique. Alors en cela, la politique, je pense, c'est l'ensemble de mesures, l'ensemble d'actions, des stratégies qui sont prises dans le but d'installer quelque chose ou bien de lutter contre l'installation de quelque chose. Parce que quand on a politique, soit on œuvre pour que quelque chose ne soit pas mis en place, soit on œuvre pour chasser quelque chose de nos maisons. Maintenant, c'est quoi concrètement cette politique? Cette chose, c'est quoi? Cette chose, ça dépend du domaine. Du domaine. En cela qu'on est en train de parler de la politique monétaire, il y a des gens qui peuvent, la thématique aurait pu être peut-être la politique budgétaire. Il peut aussi avoir la politique monétaire, la politique financière. Donc on est là justement pour parler de la politique monétaire. Donc moi je me dis qu'il faut de prime abord définir la politique. Donc après avoir défini la politique, après cette définition, nous allons tenter d'apporter des éléments de réponse à la politique monétaire qui fait l'objet de notre débat ce soir. Alors vous avez la balle. Alors la politique monétaire, c'est quand on parle de monnaie, je pense que
et on a déjà une idée sur ce que veut dire la politique monétaire. Donc la politique monétaire par définition, ce sont des mesures qui sont prises par les autorités monétaires pour rééquilibrer l'économie. Les autorités monétaires, vous faites allusion à qui comme exemple? À la banque centrale surtout. À la banque centrale. À la banque centrale parce que c'est la banque centrale qui conduit la politique monétaire d'une zone ou d'un pays. Est-ce que ça c'est normal? Et la banque les banques commerciales? Et les banques commerciales. Elles ont leur mot à dire par rapport aux différentes politiques prises pour la valorisation des ressources monétaires de l'État en question. Alors, je dirais parce que je me dis, ces banques travaillent en étroite collaboration avec cette banque centrale. Et je pense que quand on doit définir quelque chose, étant donné que la banque centrale, la banque commerciale joue le rôle d'intermédiation entre et les acteurs économiques, je pense que il est important que leur inquiétude soit prise en compte. Oui, justement, je pense que leurs inquiétudes sont prises en compte parce que on ne peut pas mener une politique monétaire sans passer par les banques commerciales. Les banques commerciales peuvent avoir leur mot à dire en ce sens que c'est conformément à leurs besoins et aux besoins des agents, d'autres agents économiques que nous sommes, que les entreprises commerciales sont, que la banque centrale essaie de mettre en place une politique monétaire. Et quand on met en place la politique monétaire, je pense que ça dépend de la maladie dont l'économie souffre. Parce que lorsqu'on part à l'hôpital tout de suite, on ne va pas te prescrire une ordonnance, on ne va pas te dire il faut prendre tel ou tel médicament. C'est après t'avoir ausculté, après t'avoir visité qu'on va essayer de te prescrire des médicaments. Et c'est de la même manière qu'on procède pour justement rééquilibrer l'économie. D'où la politique monétaire. Comme j'ai dit, il y a beaucoup d'autres types de politiques comme politique. On va revenir à... Peut-être que mais en tout cas, la politique monétaire, je pense que c'est une politique qui est prise par la Banque centrale dans le but de rééquilibrer l'économie. Et je pense que là où la question se pose, comment la Banque centrale fait pour justement rééquilibrer l'économie? À travers quel élément la Banque centrale arrive à mettre ces instruments-là en place pour que ces instruments... Ce qui fera l'objet de ressortir les mécanismes. Donc on va revenir sur ça. Alors après avoir défini la politique et la politique monétaire, j'espère que actuellement les abonnés sont en train de regarder la vidéo. Ils doivent se poser la question, mais est-ce qu'il y a probablement des types? C'est pour cela que je m'en vais vous poser cette question. Quels sont les types de politiques monétaires qui existent dans l'environnement monétaire, dans l'environnement financier en question? Alors, il y a des types de politiques. Il y a des types de politiques tout simplement. Mais je pense qu'il faut peut-être remonter. Il faut vraiment essayer de lire les pages de l'histoire pour comprendre que la politique monétaire en question a subi des mutations et s'est métamorphosée pour s'adapter aux besoins économiques des gens et aux fluctuations économiques. Parce que l'économie n'est pas stable. L'économie est chaque fois bousculée par les événements, et par les pandémies par exemple, par les guerres. Donc il faut s'adapter. Et c'est pour cette raison qu'on avait la politique conventionnelle. Ça, c'est le premier type de politique. Mais après la crise de 2008, la crise financière, la crise des subprimes, on s'est rendu compte que la politique conventionnelle ne suffit pas pour rééquilibrer l'économie. Parfois, il faut faire appel à d'autres politiques. Et c'est en cela qu'on a mis en place un deuxième type de politique à laquelle on a donné la politique non conventionnelle. Maintenant, la politique conventionnelle, parce que nous sommes en train de nous adresser à des novices dans le domaine en question. Peut-être les abonnés n'ont pas une vision claire de la compréhension de cette politique conventionnelle et non conventionnelle. Et alors, partant de là, c'est quoi la politique conventionnelle? Alors, la politique conventionnelle est appelée par certains auteurs et dans certains documents, vous n'allez pas voir le nom. C'est-à-dire, vous n'allez pas voir, c'est les mêmes fonctionnements et les mêmes choses, mais vous n'allez pas voir, et en tout cas, les noms de la politique conventionnelle. Vous allez voir peut-être qu'on remplace la politique monétaire conventionnelle par la politique traditionnelle. Cela veut dire que c'est la politique traditionnelle-là qui était utilisée avant qu'on ne fasse appel à des politiques non conventionnelles. Ça consiste à faire quoi? Ça consiste à mettre en place 3 instruments qui vont avoir les répercussions sur l'économie. Et les 3 éléments sont quoi? Et les 3 éléments sont quoi? Sont justement
et la politique qu'on appelle la politique des taux de réserve obligatoires. Les taux de réserve obligatoires. Après, il y a ce qu'on appelle les taux directeurs sur lesquels on peut essayer d'agir pour justement faire que les conséquences de cet instrument-là se répercutent sur l'économie et pour soit lutter contre l'inflation, soit pour relancer la croissance économique. Et après, il y a aussi un troisième type de toujours dans le cadre de la politique monétaire conventionnelle, on a un troisième type qu'on appelle la politique d'open market. Donc ça, ce sont les trois éléments qui sont utilisés justement dans le cadre de la politique dans le cadre de la politique conventionnelle. Maintenant, le taux de réserve obligataire, où est-ce le taux obligatoire. Oui. Donc, s'il y a une obligation de faire une réserve, maintenant, de façon spécifique, comment vous pouvez rendre plus limpide voilà ce concept taux de réserve obligatoire? Ouais. Donc je pense que c'est là qu'on va parler des banques commerciales. Parce qu'on a parlé des banques commerciales. On a dit que la banque centrale ne peut aucunement mener une politique monétaire sans faire appel à l'aide de la banque, des banques commerciales. Parce que la banque centrale, c'est la banque des banques. Maintenant, au-delà et après la banque centrale, nous avons des petites banques qu'on peut appeler, il y a les banques de la place que nous connaissons tous et les banques dans lesquelles nous avons nos comptes. Par exemple, Aura Bank, par exemple, Ecobank et d'autres banques. Et ces banques-là, ce sont les banques qu'on appelle les banques de second rang. Donc, c'est à travers ces banques-là que la Banque centrale met en place sa politique monétaire. Maintenant, en quoi faisant? Parce que moi, je dis que nous avons nos comptes au niveau des banques commerciales. Et c'est de cette même manière que les banques commerciales ont leurs comptes au niveau de la banque centrale. Maintenant, compte tenu des dangers économiques, parce que les banques peuvent rencontrer des difficultés financières. Donc, la Banque centrale va avoir un œil sur la santé financière des banques commerciales. Donc, c'est pour cette raison qu'il y a un montant obligatoire dont les banques commerciales doivent disposer au niveau de la Banque centrale pour se garantir. C'est un instrument qui permet à la Banque centrale d'avoir un œil sur la santé financière de ces banques-là. Donc maintenant, comment est-ce que on peut utiliser ces taux de réserve obligatoires pour justement relancer la croissance économique ou bien pour lutter contre l'inflation? Il y a un taux. Par exemple, on peut dire que le taux est de 3%. Le taux est de 3%. Et on dit aux banques commerciales, vous êtes obligé d'avoir 3% de vos fonds dans vos comptes au niveau de la Banque centrale. Vous êtes obligé d'avoir ces 3%-là dans vos comptes. Maintenant, l'économie peut traverser un moment de récession, c'est-à-dire un retournement total de l'activité économique. Retournement brutal, quoi. De l'activité économique. Il y a le taux de chômage qui est élevé, il y a le pouvoir d'achat des gens qui est vraiment faible. Et les gens ne peuvent pas consommer parce qu'ils n'ont pas d'argent tout simplement. Donc il faut relancer l'économie. Et pour relancer l'économie, qu'est-ce qu'on fait? À travers les taux de réserve obligatoires, on va baisser les taux au niveau de la banque centrale. C'est-à-dire, quand une banque commerciale a par exemple 3% de ses fonds au niveau de la banque centrale, qu'est-ce qu'on va faire? On va dire, au lieu qu'on garde 3% de tes fonds, nous allons garder peut-être 1%. Et les 2% te seront restitués. Donc quand la banque commerciale a ces 2%-là, elle va les utiliser pour octroyer des crédits à la population. Et lorsque les gens auront de l'argent, qu'est-ce qui va se passer? Les gens, ils auront leur pouvoir d'achat boosté. Et lorsque le pouvoir d'achat augmente, qu'est-ce qui va se passer? L'être humain va consommer. Et lorsqu'il va consommer, qu'est-ce qui va se passer? C'est que les entreprises vont se mettre à produire davantage parce que les gens consomment. Et quand les entreprises produisent, la production augmente. C'est ce qu'on appelle la croissance économique. Et c'est de cette manière-là qu'à travers les taux de réserve obligatoires, la Banque centrale arrive quand même à sortir d'un moment de récession pour embrasser, la croissance économique. Maintenant, la mise en place de ces liquidités à la disponibilité de la communauté ou des acteurs économiques, est-ce que cela ne sera pas un facteur un facteur qui peut être une source, je sais pas, le terme m'échappe là, lorsqu'il y a une source d'inflation. Parce que quand on a plus de liquidité en main, on a plus de ressources en main, donne encore 2% des réserves sur 3% à ces banques, je pense qu'il y aura plus de liquidité en circulation. Et si nous avons de l'argent, c'est-à-dire nous ne prenons pas le temps nécessaire pour demander à ceux qu'on réduit les frais liés à l'achat de tels produits,
je me dis, est-ce que le fait de libérer cette libération de 2 sur 3 n'entraîne-t-il pas une inflation? Voilà, le risque est présent, le risque est là. Il y a toujours des risques. En économie, les risques zéro n'existent pas. Et je pense que ça c'est aussi, au-delà de l'économie, c'est la vie. Il y a toujours un risque. Maintenant, la bonne nouvelle est que, à partir du moment où il y a un risque, nous avons mis en place des mécanismes nous permettant justement de lutter contre de faire que ces risques-là ne soient plus risques ou bien pouvoir les dépasser. Donc, c'est pour cette raison que moi, j'ai dit, la politique monétaire, lorsque je l'ai défini, j'ai dit que la politique monétaire, c'est l'ensemble des mesures qui est pris par justement la Banque centrale pour redresser, c'est-à-dire la croissance, pour relancer la croissance économique ou bien pour lutter contre l'inflation. Vous avez parlé de l'inflation tout de suite. Donc c'est à travers cette définition que je m'en vais donner des éléments de réponse et essayer d'expliquer comment est-ce que dans les situations d'inflation, la Banque centrale arrive à quand même à donner une certaine stabilité comment dire, à l'économie. Parce que lorsqu'il y a inflation, on peut appeler ça surchauffe. Donc, s'il y a surchauffe, c'est un problème. Il faut que les prix baissent parce que l'inflation, je le rappelle, c'est la hausse du niveau général des prix. Et qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai dit, il y a aussi une autre politique qu'on appelle la politique des taux directs, la politique des taux directeurs. Les taux directeurs, pourquoi? Parce que au niveau, j'ai dit que la banque centrale, c'est la banque qui conduit la politique monétaire. Donc, les taux d'intérêt est appelé au niveau de la banque centrale, les taux directs, les taux directeurs. Donc, c'est la même chose, mais comme c'est la banque centrale qui est vraiment, on peut dire, la chef de tout ça, donc son taux est appelé le taux directeur. Au niveau de la banque commerciale, on appelle les taux directeurs les taux d'intérêt. Maintenant, en cas d'inflation, qu'est-ce qu'on fait avec les taux directeurs? La banque centrale essaie justement d'augmenter les taux directs, les taux directeurs. En augmentant les taux directeurs, cela veut dire qu'elle octroie du crédit à un coût très élevé aux banques commerciales. Et lorsque les banques commerciales, nos banques que nous avons ici ont les crédits à un coût élevé, qu'est-ce qui va se passer? Ça va se répercuter aussi dans leur octroi du crédit parce que lorsqu'on prend la marchandise à un prix cher, donc on ne peut que revendre à un prix cher. Donc c'est pour cette raison que la banque commerciale aussi, en octroyant des crédits aux agents économiques, elle va les octroyer d'une façon où le taux d'intérêt est très élevé. Et si le taux d'intérêt est très élevé, qu'est-ce qui va se passer? Les gens vont se dire, moi je prends 500 000 aujourd'hui, 2 ans après, je vais rembourser ça avec un crédit, avec une somme exorbitante. Donc, je ne peux pas supporter ça. Donc, ça va justement faire que les gens se montrent réticents à contracter du crédit. Et lorsque les gens ne contractent pas du crédit, ne prennent pas de l'argent au niveau de la banque commerciale, ça va baisser leur, leur pouvoir d'achat. Et lorsque le pouvoir d'achat des gens baisse, les gens consomment moins. Et si les gens ne consomment pas, qu'est-ce qui va se passer? Les banques, les entreprises vont se dire, mais si les gens ne consomment pas, on ne peut que baisser les prix. Et si on baisse les prix, donc c'est ce qu'on appelle lutter contre l'inflation. Parce que l'objectif dans ce sens-là, c'est de lutter contre l'inflation. Donc à travers le taux directeur, la banque commerciale arrive quand même à mettre en place quelque chose pour justement faire que les prix baissent. Donc c'est la lutte contre l'inflation. Monsieur le président du club, c'est un plaisir et nous demandons à nos abonnés de faire le maximum de partage possible et de donner des commentaires si ils ont des contributions pour améliorer la qualité scientifique de ce débat. Et ces commentaires seront les bienvenus et nous allons tenir compte pour améliorer la qualité de cette émission qui est intitulée La recherche au service du peuple. Ici, vous avez donné un éclaircissement par rapport aux réserves obligatoires au niveau du taux de réserve obligatoire. Et partant de là, vous avez rebondi à partir de cette question pour donner un éclaircissement sur le taux directeur. Et vous avez parlé d'un troisième type qui s'appelle la politique open market. Open market, c'est quoi concrètement? C'est quel type de politique monétaire pour l'État, pour la Banque centrale? Open market, c'est un instrument, c'est-à-dire les 3 instruments que j'ai cités, open market, le taux de réserve obligatoire et les taux directeurs sont les instruments dans le cadre de la politique conventionnelle. Ah, ok. Donc les 3 éléments sont dans le cadre de la politique conventionnelle. Donc la politique d'open market, comme politique conventionnelle, c'est quoi? C'est lorsque on constate qu'il y a des liquidités, les surplus, je pense, l'excès de toutes choses est nuisible, dit-on. Alors, lorsqu'il y a trop de liquidités dans l'économie, cela veut dire que la masse monétaire qui est en circulation, elle est très importante. Donc, il y a un risque d'inflation. Tout simplement, il y a un risque d'inflation. Donc, justement, c'est ça que j'ai signalé. Il y a un risque d'inflation.
D'accord. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut réduire la masse monétaire en circulation. Et pour ce faire, avec l'instrument d'open market, on émet des titres. Et quand on émet des titres, les gens achètent les titres. Donc c'est une façon de priver l'économie des liquidités. Et quand on prive l'économie des liquidités, donc ça va réduire l'inflation. Mais si c'est la croissance économique qui est malade, par exemple, il y a une récession, au lieu d'émettre des titres, on achète les titres. En achetant les titres, donc, on injecte de la monnaie, des liquidités dans la circulation. Donc c'est ce qui va permettre aux entreprises de produire davantage. C'est comme un cercle vertueux qui va s'installer et nous allons ainsi embrasser la croissance économique. Donc c'est de cette manière-là que la politique d'open market fonctionne. Bon, je me disais aussi, est-ce que le taux directeur n'était pas une option aussi pour lutter contre l'excédent de liquidité en circulation en question? Parce que si l'État, la Banque centrale décide en tant que chef, je ne sais pas, chef suprême monétaire, si je peux me permettre, de prendre la décision de rehausser le taux directeur, est-ce que cela ne serait pas un facteur de réticence des acteurs économiques à faire des levées de fonds? Et lorsqu'il y a cette réticence, je pense que ça aussi, ça peut être un facteur de réduction de la masse monétaire au niveau de la circulation. Oui, les trois instruments que j'ai cités, comment dire, les taux directeurs, les réserves obligatoires, la politique d'open market, peuvent à la fois être utilisés dans une situation de récession comme dans une situation d'inflation. Il suffit de mettre en place les mécanismes contraires. Lorsqu'il n'y a pas de l'argent, il faut injecter de l'argent dans la circulation. Lorsqu'il y a d'argent, il faut qu'on prive les gens de liquidité. Donc c'est ce qui va faire que l'inflation baisse. Donc les trois là sont vraiment les instruments qui sont utilisés dans le cadre de la politique monétaire conventionnelle. Je me dis même ce sont des outils de régulation dans la mesure où il y a excédent de liquidité, on peut se permettre à travers la politique de la Banque centrale de rehausser le niveau de la réserve, mais aussi d'augmenter le taux directeur, le pourcentage du taux directeur, mais aussi procéder à une politique de retire, de réception des liquidités qui sont en circulation. Maintenant, la deuxième politique qui est appelée le deuxième type qui est appelé type non conventionnel. Quelle est la particularité entre la politique monétaire conventionnelle et non conventionnelle? Alors, je dirais que les mécanismes quand même sont les mêmes. Parce que l'économie souffre de liquidité ou bien l'économie a un excès de liquidité. Donc ça, les mécanismes sont les mêmes. Il faut injecter ou bien réduire la masse monétaire. Donc ça, ce sont les mécanismes et je pense que les mécanismes sont les mêmes. Il n'y a pas de problème à ce niveau. Mais je parlais de la crise des subprimes. Je pense qu'il y a eu une crise financière en 2008. Et après cette crise-là, on a mis en place une politique conventionnelle. Parce que jusque-là, c'est la politique conventionnelle qu'on utilisait pour rééquilibrer l'économie. Mais ce jour-là, on a mis en place la politique monétaire, la politique conventionnelle et on s'est rendu compte que cette politique ne suffisait pas pour décanter la situation. Mais on a dit, mais est-ce qu'il ne faut pas mettre en place quelque chose qui va justement épauler cette politique conventionnelle? C'est en cela qu'on a mis en place la politique non conventionnelle. Maintenant, ça consiste à faire quoi? Ça consiste à réagir sur justement presque 3 points. Il y a ce qu'on appelle les taux négatifs, c'est-à-dire les taux d'intérêt négatifs même. C'est-à-dire... Taux d'intérêt négatif? Oui. Quand j'ai parlé des réserves tout de suite, j'ai dit que les banques commerciales ont leur compte au niveau de la banque centrale. Et lorsque vous avez des comptes, généralement, ces comptes-là sont rémunérés en fonction des fonds que vous y disposez. Mais lorsque vous savez que, au lieu que vos fonds au niveau de telle ou telle banque vous génèrent des profits, ça consiste à réduire votre argent. Donc vous n'allez pas quand même rester là-bas avec... vous allez prendre votre argent. Donc, lorsqu'on a besoin de financer l'économie, je pense qu'on peut faire recours à cette politique-là qui s'inscrit dans le cadre de la politique monétaire non conventionnelle. Maintenant, au-delà de ça, il y a ce qu'on appelle l'assouplissement quantitatif et l'assouplissement qualitatif. L'assouplissement quantitatif, je pense, ça consiste justement à acheter des dettes publiques. Quand on achète des dettes publiques, c'est une façon de financer l'économie. Et l'assouplissement qualitatif, c'est quoi? C'est lorsque la banque centrale décide d'acheter des actifs à faible valeur. Et quand on achète des actifs à faible valeur, qu'est-ce que ça fait? Ça permet aux entreprises qui disposent de ces actifs-là
d'avoir une certaine solidité financière. Et lorsque les entreprises commerciales ont cette force-là, je pense que c'est une façon de leur donner la capacité de produire. Et quand on produit, comme je l'ai dit dans des cas précédents, c'est toujours là les mêmes trucs, c'est-à-dire quelque chose répercute quelque chose, et ça va se refléter sur quelque chose, et c'est ainsi de suite que nous allons pouvoir embrasser les rôles l'objectif qu'on s'est fixé. Donc c'est de cette manière qu'on arrive avec la politique non conventionnelle à réguler l'économie, en ce sens que avec un taux négatif. Voilà, avec un taux les taux de réserve négatifs, avec comment dire, l'assouplissement, la quantitatif et l'assouplissement quantitatif. L'assouplissement qualitatif, c'est ça l'achat des dettes publiques. Non, ça c'est l'achat des actifs à faible coût ou bien à coût qualitatif quoi. Oui, qualitatif. C'est-à-dire, on se dit, à partir du moment où vous avez un actif qui n'inspire pas confiance, un actif à faible valeur, lorsque la banque commerciale, la banque centrale décide d'acheter cet actif-là, je pense que c'est une manière de donner plus de solidité financière aux entreprises qui les détiennent. Et d'ailleurs, même les banques commerciales peuvent avoir des garanties. Par exemple, il y a une maison qui est à faible coût et vous prenez comme garantie cette maison. Et lorsque le client, il sera en défaillance, lorsqu'il va il va pas pouvoir honorer ses engagements, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez saisir cette maison, étant donné que cette maison, elle n'a pas de la valeur. Et c'est un problème pour les banques commerciales. Mais la banque centrale, dans ces conditions-là, avec la politique non conventionnelle, accepte ces garanties-là pour justement donner plus de force aux banques, aux entreprises financières qui sont les banques commerciales et aux entreprises commerciales qui sont les entreprises que nous connaissons de production d'industrie et aux agents économiques que sont nous qui consommons aussi, qui permettons aussi à l'économie de toujours émerger et de dépasser les problèmes. Merci. Une dernière question. Quelle est la politique monétaire la plus adéquate pour notre environnement? L'Afrique dans sa généralité et dans sa spécificité, le cas malien. Le cas malien. Alors, moi je pense que là on va parler d'un sujet qui est très très important, à savoir, on se pose la question de savoir s'il faut sortir des francs CFA, s'il faut sortir de toute, voilà, et de cette hégémonie-là, parce que je pense que c'est une même mise sur nos économies ce qui se passe. Parce qu'il faut comprendre qu'à travers les francs CFA que nous utilisons, par exemple, le Mali est dans la zone IMOA, Union économique monétaire ouest-africaine, et l'euro a un impact considérable dans, dans la politique monétaire de nos pays. Pourquoi? Parce qu'il y a ce qu'on appelle les régimes d'échange fixes avec l'euro. Et qu'est-ce qui se passe avec ça? C'est-à-dire la valeur du franc CFA va dépendre de la valeur de l'euro. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où il y a un régime d'échange fixe, l'euro augmente d'1 centime, le franc CFA va augmenter d'1 centime. L'euro baisse d'1 centime, le franc CFA va baisser d'1 centime. Et qu'est-ce qui s'est passé? Cela veut dire que à travers leur politique monétaire, on arrive quand même à dévaluer notre monnaie ou bien à apprécier notre monnaie. Et ça, c'est un problème parce que ça veut dire que nous dépendons des autres étant donné que nous ne sommes pas dans les mêmes situations économiques et nos peuples n'ont pas les mêmes aspirations. On n'a pas les mêmes réalités économiques et les réalités civilisationnelles diffèrent. Donc, à partir de ce moment, à partir de ce constat-là, moi, je me dis que la politique monétaire la plus adéquate que nous allons avoir dans les cadres peut-être de la relance de nos économies, c'est de faire que dans la sous-région, au moins, si ça peut se faire, en tout cas en Afrique, on peut le faire, mais en tout cas dans la sous-région, nous devons avoir une monnaie unique. Et si nous avons une monnaie unique, nous allons essayer d'avoir des politiques qui seront adaptées à nos réalités. On va plus dépendre des autres, mais en tout cas, on va mettre en place notre politique conformément aux besoins économiques de nos peuples. Je pense que c'est vraiment ce qui va nous permettre de sortir de tout ça. Donc, selon toi, on doit quitter le franc CFA. Et je pense sincèrement, parce que moi, je pense que la souveraineté, elle doit être totale au fait. Il y a la souveraineté politique, c'est-à-dire vous êtes libre de collaborer avec qui vous voulez, vous êtes libre de prendre vos décisions et vous n'avez de compte à rendre à personne. Mais au-delà de ça, il faut avoir la souveraineté politique et monétaire. Pourquoi? Parce qu'à partir du moment où vous n'êtes pas libre économiquement et de façon monétaire, vous ne pouvez pas être libre parce que l'économie, je pense que c'est le plus important. Parfois, on se passe même des règles et des justices pour justement... Quand vous êtes faible, vous êtes obligé tout simplement de subir les choses. Vous n'avez aucun impact sur les choses. Donc, je pense que oui,
on doit sortir de cette du franc CFA. Et c'est ce qui a fait d'ailleurs le président Modibo Keïta. Il est sorti de ça, mais il n'a pas pu arriver. Pourquoi? Parce que le Mali était seul. Le Mali est un pays qui n'a pas de débouché sur la mer. Donc c'est pour cette raison que j'ai dit on a besoin seulement de l'apport peut-être de la Côte d'Ivoire, du Sénégal et de tous ces pays-là. Je pense qu'avec la richesse de notre sous-sol, ça va nous permettre d'avoir des résultats extraordinaires. Donc on doit sortir de ça. Merci encore une fois de plus. Merci d'avoir accepté notre invitation pour donner plus d'éclaircissements à nos chers abonnés par rapport aux différentes politiques monétaires que nos différents États adoptent pour le renforcement de leur système monétaire en question. Et nous vous revenons encore à travers, en vous donnant la parole pour vos derniers mots à l'endroit de nos chers abonnés sur la page Facebook ainsi que de la chaîne YouTube. Merci beaucoup. Mes derniers mots sont des mots de remerciement. Je remercie tout le monde, tous ceux qui partagent, tous ceux qui participent, justement à faire que cette émission ait beaucoup d'ampleur. Donc c'est très important pour nous parce que nous pensons que nous sommes dans une société où on doit tous œuvrer pour que la vérité retentisse des plus belles et que la lumière jaillisse. Et ça ne peut être que fait qu'à travers tout le monde. Personne à lui seul ne peut développer un pays. Donc j'exhorte les gens, je les incite à partager encore et encore les vidéos que nous faisons ici. Et je pense qu'au-delà de ça, nous sommes le 20 janvier. Nous sommes le 20 janvier, la fête de l'armée. Et je pense que si nous sommes là, si moi je suis arrivé ici tranquillement en train de parler, c'est parce que c'est les champs de bataille des hommes et des femmes mères. Donc ces personnes-là, je pense qu'on doit être reconnaissant envers eux parce que c'est un choix qu'ils ont fait et ce choix-là est quand même très très difficile. Aller se battre pour quelqu'un, pour une patrie et mourir pour cette patrie, c'est quelque chose qu'il faut saluer. Donc bonne fête à l'armée. Sans une armée forte, je ne pense pas qu'on puisse réaliser des choses. Donc au-delà de l'aspect monétaire, au-delà de la politique monétaire et économique, je pense que nous aurons aussi besoin de soutenir nos femmes pour réaliser de belles choses. Donc merci les femmes, bonne fête à vous. Donc tu envisages un débat pour eux quoi. Hein? Ok. Donc encore une fois de plus, merci d'avoir accepté l'invitation. Nos chers abonnés, nous vous demandons de faire le maximum de partage possible car il est très rare de se retrouver avec des jeunes talentueux, engagés et motivés qui font la fierté de nos différentes facultés, plus précisément la faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako. Je vous rappelle que le jeune Ibrahim Aïdara est le président du club des lecteurs du regroupement des jeunes pour l'appui à l'éducation. Il est financier de formation dans le domaine bancaire, bien entendu. Il est un pur produit de la faculté des sciences économiques et de gestion de Bamako. Et je vous demande de faire le maximum de partage possible et on se donne rendez-vous très prochainement ou sans oublier le dimanche, j'allais oublier même, le dimanche est prévu pour la grande finale de la 5e édition du concours d'éloquence et de débat contradictoire. Je pense que le premier thème porte sur les femmes. L'implication progressive des femmes dans la gestion de la cité présente-t-elle un danger? Les jeunes venant des différentes universités devant 1000 personnes vont faire un discours houleux. Et le deuxième thème porte sur un débat contradictoire. Nous avons vu qu'il y a eu des perturbations au niveau de l'espace universitaire. Nous nous sommes dit, aujourd'hui, il est important de prendre une problématique propre par rapport à la notion des grèves. Les grèves intempestives dans les milieux scolaires sont-elles dorénavant une solution idoine pour la mise en condition des étudiants maliens? Chers abonnés, nous vous demandons de sortir massivement pour regarder ces jeunes talentueux qui ont une capacité oratoire extraordinaire. On se donne rendez-vous le dimanche prochain. Il s'agit du dimanche 22 janvier 2022 à partir de 9 h au niveau de l'amphi de 1000 places sur la colline du savoir. À plus.